en éducation, il y a de plus en plus de recherches qui sont présentes pour nous aider à trouver en fait des meilleures stratégies d'enseignement et comprendre davantage qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'apprenant. Il y a plusieurs années, on ne se questionnait pas vraiment là-dessus. On donnait de l'information, on pouvait transmettre de l'information sans nécessairement essayer de voir comment l'apprenant faisait pour apprendre. Et ça, il y a vraiment plusieurs années de ça. Ça a évolué beaucoup avec les années. On le sait maintenant qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête de l'apprenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe et comment faire pour que l'apprenant soit actif? Donc, il y a 90% de nos connaissances actuelles sur le cerveau qui découlent seulement des 15-20 dernières années. Alors, ça ne fait pas si longtemps quand même. Donc, la neuroéducation nous permet aussi d'accéder à l'activité cérébrale par l'imagerie par résonance magnétique, c'est-à-dire à la suite de tâches scolaires, analyser le avant et le après l'apprentissage pour voir ce qui a changé dans le cerveau. Est-ce que les connexions neurologiques ont changé après l'apprentissage? Il nous permet de comprendre pourquoi certaines pratiques pédagogiques sont plus efficaces que d'autres. Et sert à étudier les mécanismes cérébraux liés aux apprentissages pour donner des pistes d'intervention. Donc, une direction pédagogique à privilégier pour favoriser la réussite des élèves. On va entrer dans les profils d'apprenants. Alors, les profils d'apprenants sont aussi issus de recherches neurophysiologiques, c'est-à-dire la physiologie du système nerveux et la relation entre le système nerveux et la psychologie. On a remarqué que l'efficience d'un individu ou sa capacité d'apprendre, elle est attribuée en partie à son potentiel inné, à son expérience de vie et à l'éducation qu'il va avoir reçue. L'organisation et la maturité des circuits neurologiques vont avoir un impact sur la réussite de l'élève. Donc, quand on parlait tantôt de stratégies qui sont de répétition, ne favorisent pas nécessairement la création de nouveaux circuits neurologiques. Les nouveaux circuits neurologiques vont se faire au moment de l'apprentissage, mais après ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réactive des circuits qui sont déjà là. C'est correct aussi de les réactiver. Mais à chaque fois qu'on fait un nouvel apprentissage, qu'on est placé devant une situation plus complexe, il y a des nouveaux circuits neurologiques qui vont se créer. Et c'est ce qu'on veut, en réalité. Donc, ce n'est pas le potentiel de l'apprenant, ni nécessairement seulement son profil qui va lui permettre de réussir une tâche, mais bien les stratégies qu'il va choisir consciemment de mettre de l'avant pour accomplir la tâche qu'on lui donne à faire. Donc, d'utiliser des stratégies différentes et variées en fonction de la tâche qu'on présente. Parce que parfois, on pourrait utiliser la même stratégie pour différentes choses, puis que ce n'est pas nécessairement efficace. Mais on persévère avec la même stratégie qui n'est pas toujours efficace, parce qu'on n'en connaît pas toujours d'autres. Alors, ce qui est positif là-dedans, c'est que tout le monde peut changer ses stratégies, puis les améliorer, changer son système de représentation et améliorer ses stratégies. Donc, les structures du cerveau sont plastiques et presque illimitées quant à leur potentiel. Alors, le but, je vais vous parler un petit peu de ce schéma-là. Le but, c'est pas de catégoriser un apprenant ou un individu dans un profil ou dans un autre profil. On a de façon innée une façon de fonctionner, une façon d'apprendre qui est façonnée par notre environnement, par vous les parents et par les enseignants et par les individus qu'on côtoie. Donc, le but, c'est pas de dire je suis un ou je suis l'autre des profils, mais en fait, on porte l'ensemble de tous ces profils-là. Et à ce moment-ci, à ce jour-ci, on a un profil particulier, mais il se pourrait que dans quelques années, si je choisis de travailler différentes stratégies, mon profil va changer. Okay? Donc, ça va bouger. Donc, on va retrouver donc deux façons de représentation de l'information, c'est-à-dire du côté gauche, l'hémisphère gauche du cerveau,
qui est la sphère plus verbale, je vais la détailler après, et l'hémisphère droit, la sphère plus non-verbale. Okay? Ensuite, il y aurait deux façons de traiter l'information, la façon séquentielle et une façon plus simultanée. Je vais vous dire comment ça fonctionne. Donc, les deux hémisphères du cerveau, je les ai un peu nommés le détective et le fou du roi. Quand je parle de ça avec les étudiants, ça évoque quelque chose. Alors, le détective, quand on parle de l'hémisphère gauche du cerveau, c'est l'hémisphère qui est le responsable de tout ce qui est le langage oral et écrit, tout ce qui est l'abstraction, la pensée rationnelle, la précision, la gestion du temps et l'organisation, l'objectivité, puis tout ce qui est la logique. C'est ça. Tandis que l'hémisphère droit, le fou du roi, c'est l'hémisphère qui est responsable de la vue, du mouvement, des gestes, le kinesthésique, tout ce qui est les arts, le concret, les formes, les couleurs, la pensée créative, l'intuition, contrairement à l'autre qui est beaucoup plus précis. L'hémisphère gauche est plus précis, l'hémisphère droit est plus dans l'approximation. Voilà. Donc, on a tout le monde une façon de nous représenter l'information dans notre tête. Des fois, c'est plus verbal, des fois, c'est plus non-verbal. On est aussi exposé, notre cerveau reçoit de l'environnement des informations qui sont parfois à l'écrit, donc plus d'ordre verbal. On peut aussi recevoir des vidéos, toutes sortes de choses qui sont du non-verbal. Donc, pour aider nos élèves, pour aider nos jeunes, il faut varier nos stratégies d'apprentissage. Donc, peut-être qu'à un certain moment, il y a peut-être un élève qui a une dominance du côté d'hémisphère droit, puis qui aurait besoin qu'on lui fasse une démonstration, qu'on lui montre un modèle. Les simples explications orales ne sont peut-être pas suffisantes pour l'enfant. Donc, de façon plus spécifique, et là, je vais vous parler de chacun des 4 profils. Puis en même temps que je vais vous énumérer un peu à quoi ressemble chacun des 4 profils, je vous demanderai de réfléchir à vous et d'essayer de voir est-ce qu'il y en a un ou l'autre dans lequel vous vous retrouvez un petit peu plus. Et puis peut-être que ça va être 2 ou 3 profils aussi, ce ne sera pas seulement un. Et aussi de réfléchir à votre enfant ou à vos enfants. Est-ce que vous les retrouvez dans un ou l'autre de ces profils-là? OK, donc, dans le séquentiel verbal, je vous ai placé un peu une image pour vous montrer comment ça se passe dans ce profil-là. Donc, au niveau du séquentiel verbal, c'est un profil qui est plus dans les mots, parce qu'on est dans la zone verbale, et séquentiel, on voit l'image qui coche ici, parce que c'est un profil qui est le profil probablement le plus organisé et le plus structuré de tous les profils. Et je dirais que c'est probablement le profil qui est le plus valorisé dans le système d'éducation actuellement. Donc, dans ce profil-là, on va retrouver, par exemple, un apprenant ou une personne pour qui le langage verbal et écrit précis et détaillé est très important. Tout ce qui est linéaire, méthode, la rigueur, c'est ce profil. Le respect des échéanciers, la mémorisation intégrale, presque le mot à mot. Puis souvent, ils ont une bonne mémoire auditive, qui vont pouvoir retenir beaucoup d'informations mot à mot, là où d'autres profils vont décrocher rapidement. C'est le profil qui est probablement le plus conformiste, perfectionniste dans l'extrême de ce profil. Donc, les stratégies qu'il va le plus utiliser, c'est l'apprentissage par cœur, élaborer des étapes à suivre, utiliser les termes, les mots précis, c'est super important pour ce profil-là. Suivre un discours pas à pas, il ne manquera pas un mot. Il ne veut pas en manquer en plus un mot, il veut vraiment toutes les retenir. À l'analyse, puis appliquer à la lettre. C'est quelqu'un qui ne va pas trop sortir du cadre. Il est très conformiste, puis il va appliquer, faire exactement ce qu'on lui demande de faire. Donc, c'est sûr qu'en ayant un profil comme ça, on peut avoir plus de difficultés à percevoir l'ensemble, faire des liens de sens.
résumer l'essentiel. Pour le profil séquentiel verbal, résumer l'essentiel, c'est très difficile parce que tout est important. Hein, on a de la difficulté à enlever un peu d'informations. Donc, tout ce qui est l'improvisation, l'imprévu, c'est pas trop ce qu'ils préfèrent. Là. Okay. Il y en a qui se reconnaissent, hein? OK. Puis à l'école, on demande beaucoup, hein? D'être structuré, organisé, méthodique, d'écrire des grands textes, de lire, il y en a beaucoup d'informations à traiter. Donc, ça convient parfaitement aux élèves qui ont ce profil-là. Ça, c'est sans aucun doute. Maintenant, on va aller au séquentiel non-verbal. Donc, on retrouve aussi la minutie de l'organisation dans ce profil-là, mais on est dans du non-verbal. Donc, pour cet apprenant-là, plutôt que ça passe par les mots, ça va passer par les images. Donc, c'est un apprenant qui va avoir des images nettes et précises dans sa tête. Ça va être une personne qui va être très observatrice, qui a besoin de voir un modèle, qui a besoin de voir une démonstration, de faire, de manipuler, de répéter, mais répéter dans l'action, pas répéter dans les mots. L'exploration concrète, l'utilisation de schémas. Plutôt que d'écrire plusieurs mots, eux, ils vont utiliser des schémas détaillés, des pictos, des couleurs. C'est des élèves qui vont sortir spontanément leur crayon de couleur pour réorganiser quelque chose. Mémorisation, ils vont mémoriser plus ce qui est pratique, c'est-à-dire plus que la théorie. Donc, il faut que ce soit pratique, puis c'est un apprentissage sensoriel. Donc, ce sont des élèves ou des individus qui sont généralement très débrouillards, plus ou moins conformistes, mais un système D très développé. Donc, les stratégies qui vont le plus utiliser, la mémoire visuelle, c'est certain. Ils vont observer avec minutie et méthodique. Quand même, ils sont quand même méthodiques, parce qu'ils sont dans le profil séquentiel. Donc, retenir la séquence d'une tâche exécutive, sortir d'une situation problématique avec peu d'outils. Ils vont arriver à sortir de là. Et ils vont avoir des relations qui vont mettre en œuvre justement tout leur système de débrouillardise. Donc, c'est des personnes qui vont aimer créer puis sortir un peu plus du cadre, mais en même temps, il y a une certaine séquence qui est là, puis c'est des personnes qui sont aussi organisées. Mais au lieu que ça passe par les mots, ça va passer par les images. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans celui-là? Oui, hein? OK. On va aller au simultané verbal. Donc ici, l'image que j'ai représentée, donc ici on est plus dans des mots-clés comparativement au verbal qui lui aime les phrases, les textes, le plus de mots possible, il adore ça. Ici on va être plus dans l'essentiel des mots-clés et le simultané verbal va organiser les informations, on va avoir des liens entre les informations. Donc c'est la personne qui va être toujours à la recherche de sens, qui va être insatisfait d'une intuition. Donc, tout doit s'expliquer, tout doit avoir du sens, puis c'est ceux qui vont demander le pourquoi. Donc, ça, c'est probablement qu'il y a un profil qui ressemble à ça. Donc, pourquoi je vais faire ça? L'aspect cognitif, donc, c'est... en fait, ce sont des personnes qui vont avoir une compréhension verbale ou écrite de l'essentiel. Ils ne vont pas s'enfarger dans les détails, comme parfois le profil séquentiel va aller, parce que c'est super important pour lui. Mais eux, on va aller à l'essentiel. Donc, synthèse et perception de l'ensemble, élaboration de schémas ou de réseaux de connaissances. Donc, tantôt, on va parler un petit peu de schémas, on va parler de comment on peut réorganiser l'information de notre manière. C'est un profil qui, en fait, c'est une façon qui vient rejoindre beaucoup le profil simultané verbal. Donc, c'est une personne qui a besoin de latitude, qui a besoin de plus de liberté, qui n'aime pas qu'on la place dans un cadre ou dans un moule, besoin de latitude pour penser, pour agir, puis aussi être plus indépendant. Donc, les stratégies qu'il va utiliser, repérer l'essentiel d'une situation, d'un problème ou d'une tâche,
Puis parfois, ça peut être des élèves qu'on va leur dire justement, mais il manque des détails. Peux-tu me donner plus de détails? Mais pour eux, les détails, c'est pas si important. Ils vont le faire quand même parce qu'on leur demande, mais pour eux, ils ne voient pas pourquoi on mettrait plus de détails, parce que pour eux, c'est parfait comme ça, là. Donc, faire les liens logiques, conceptualiser, puis se faire une vérification globale. Pas une vérification de détail dans le point par point de ce que je viens de faire. Ils sont plus à l'aise, disons, de cette façon-là. Donc, c'est sûr que tout ce qui est plus séquentiel, tout ce qui est de transposer la théorie au concret, suivre les consignes à la lettre, pas trop ça. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans celui-là? Oui. OK. Et le dernier, mais non le moindre, le simultané non-verbal. Alors, le simultané non-verbal va percevoir les choses aussi en vidéo et ça passe beaucoup par le corps, par le kinesthésique. On retrouve les mêmes dossiers. Donc, ils vont faire des liens entre les informations, mais ça se pourrait, à l'extrême de ce profil, que des fois, les dossiers ne sont pas toujours rattachés à quelque chose d'autre. Ça se peut que les dossiers soient un peu éparpillés. Et c'est, en général, je pourrais dire que c'est un des profils à l'extrême du profil, là, parce qu'on sait qu'une personne n'est pas que simultanée non-verbale, elle a quand même d'autres profils pour venir s'équilibrer, mais si on avait ce profil-là à l'extrême ou vraiment en grande dominance, c'est un profil qui va avoir le plus de difficultés à l'école. C'est le profil qui est à l'opposé du séquentiel verbal. Quand ils sont à l'opposé, celui-là, c'est l'élève, en tout cas de mon expérience aussi avec les jeunes, quand ils ont une dominance simultanée non-verbale, c'est ceux qui ont le plus de difficultés à l'école, quand c'est une dominance. Parce que l'école leur demande l'opposé de ce qu'ils sont. Donc, eux, ça leur demande beaucoup d'efforts à se structurer, puis à s'organiser, puis à écrire des longues phrases. Mais pour eux autres, c'est difficile. Donc, les caractéristiques de ce profil-là vont faire plusieurs choses simultanément, rapidement. Ce sont des personnes qui vont déborder d'imagination, de créativité, puis tout passe comme une vidéo dans leur tête. Donc, c'est des personnes qui sont on va pouvoir très authentiques, on va pouvoir percevoir assez rapidement dans quel état ils se trouvent, dans quelle émotion ils vivent. Donc, ils vont avoir une mémorisation qui est très imagée. Donc, si mettons, je vous dis, il faut mémoriser un texte par cœur ou mémoriser une poésie, ça pourrait être intéressant pour ce profil-là de transposer les lignes de la poésie en images et de mémoriser les images qui vont avec le texte. Il va se retrouver beaucoup plus plutôt que de la récitation dans le mot à mot. Okay? Donc, ce sont des personnes spontanées et expressives, quand même, puis c'est beaucoup du vivre et laisser vivre. Une pensée très divergente. Ils vont trouver rapidement aussi des solutions à un problème. Ils vont faire toutes sortes de liens. C'est des personnes qui sont très créatives aussi. Donc, c'est sûr qu'à l'opposé, dans ce profil-là, tout ce qui est verbal et séquentiel, c'est pas ce qu'ils préfèrent le plus. Donc, être méthodique et rigoureux, c'est pas leur priorité. Ça veut pas dire que c'est pas important, mais c'est pas la priorité. Donc, suivre les consignes étape par étape, se vérifier avec minutie. Oh là là, ça leur demande beaucoup d'énergie. Okay. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Donc, est-ce que vous avez reconnu un peu vos enfants aussi, à travers les profils? Puis, est-ce que vous avez vu que vos enfants ont peut-être un profil différent du vôtre? Hein? Aussi? Donc, les profils, l'idée, c'est de ne pas, c'est pas de dire on doit absolument intervenir ou enseigner à une personne selon son profil d'apprenant. Par contre, le fait de connaître qu'il y a différentes façons d'apprendre, ça nous amène à, quand vous aidez votre enfant et que ça bloque quelque part, bien, si vous avez un profil qui est différent, c'est peut-être pas nécessairement la stratégie que vous utiliseriez qui serait la bonne pour votre enfant.
Donc, l'idée, c'est comment on peut s'adapter puis naviguer dans les différents profils, puis nous-mêmes, comme adultes, essayer des différentes stratégies qui ne nous conviennent pas nécessairement d'abord, mais il faut se dire aussi que notre apprenant, la façon qu'il apprend, des fois, ça ne lui convient pas non plus, mais il doit quand même le faire. Alors, pourquoi nous, on ne se donnerait pas aussi ce défi-là de dire, ben, je vais aussi explorer moi-même différentes façons d'apprendre. Si je suis très séquentielle, peut-être que des fois, je pourrais lâcher prise sur certaines choses puis aller plus à l'essentiel, ou vice-versa, pour essayer de rejoindre l'autre personne, qui est soit notre enfant, soit quelqu'un dans notre vie, peu importe, l'enseignant, ou que ce soit quelqu'un que vous connaissez. Okay? Quand vous avez une conversation avec quelqu'un, ça va jusque-là, parce que quand j'ai une conversation avec quelqu'un qui est dans le séquentiel verbal, il va m'en dire beaucoup de choses, puis il va vouloir que je lui en dise, puis que je lui donne beaucoup de détails. Des fois, moi, mon conjoint, il est beaucoup plus simultané, non-verbal. Donc, lui, il veut que j'aille à l'essentiel, puis en plus, il est en image. Puis moi, ma dominance n'est pas tout à fait là. Mais je pourrais dire, ben on est différents, c'est ça et c'est tout, on est comme ça. Comment je vais faire pour communiquer avec lui dans sa façon de voir les choses, c'est-à-dire que ça me demande un effort de synthétiser ce que je veux dire, d'y aller à l'essentiel alors que je voudrais donner bien du détail. Okay? Mais ça ne l'intéressera pas. Puis, à un moment donné, je vais percevoir dans son visage qu'il y en a assez. Fait que là, je vais dire, ben, tu m'écoutes pas, je me sens pas écoutée, je me sens pas comprise. Non. C'est que j'ai aussi une responsabilité, ce que je veux dire, dans la communication. À partir de ça, ben, on peut s'adapter aussi. Donc, ça me fait travailler sur moi-même. Puis, en fait, c'est les élèves qui m'ont amené à découvrir les différents profils d'apprenants, puis qui m'ont amené à travailler aussi différents profils par rapport à moi-même. Donc, je vous ai donné un exemple concret, c'est vraiment mon profil qui est là. Donc, vous voyez que j'ai la sphère non-verbale plus développée, verbale, pardon, et la sphère non-verbale un petit peu moins. Donc, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs années, la première fois que j'avais fait mon test, moi-même, mon questionnaire, c'était beaucoup plus grand dans la sphère verbale et c'était encore plus petit ici. Mais j'ai travaillé dans des classes de comportement et quand tu es structuré, organisé, planifié, que tu veux que ça fonctionne comme ça, puis tu as un élève qui est en avant, puis là, il fait une crise, quand tu es dans ce profil-là, à l'extrême, la crise, c'est pas le fun, là, parce que là, ça vient déstabiliser mon enseignement, ça vient tout bousculer, qu'est-ce que j'avais planifié, et je suis pas à l'écoute de l'apprenant, parce que je suis juste à l'écoute de ce que je suis en train de manquer, là, comme contenu, puis j'avance pas pendant ce temps-là. Fait que je devenais un peu fâchée, frustrée, découragée, exaspérée, et j'avais un collègue de travail qui, lui, était à l'opposé de moi. Et ça, c'est fâchant aussi, parce que lui, il était beaucoup plus, je veux dire, plus libre. Lui, il allait chercher des activités ici et là, au quotidien. Il ne se planifiait pas beaucoup d'heures à l'avance, c'était quasiment la dernière minute. Mais lui, quand il y a un élève qui faisait une crise ou qui avait quelque chose, bien, spontanément, il trouvait une solution. Alors que moi, la solution, la débrouillardise, alors que je suis dans le séquentiel, puis que je ne suis pas à l'écoute de ce qui se passe en avant de moi, c'est plus difficile. Donc, ça m'a amené finalement à me donner un peu plus de lousse et à me désorganiser un peu plus et à enlever un peu la structure puis aller un peu plus à l'essentiel. Mais je me suis permis de faire ça, puis finalement, je trouve que c'est beaucoup mieux pour moi. Je passe moins de temps à m'organiser, puis je suis moins déçue quand ça ne tourne pas comme j'aurais souhaité que ça tourne. On n'a pas de bébé de contrôle sur grand-chose que sur nous-mêmes. Je l'ai appris assez vite. Donc voilà, alors pour vous dire que les profils changent, puis c'est les jeunes en fait qui m'ont donné l'occasion de travailler différents profils, parce que si je travaille avec un élève en difficulté d'apprentissage, mais c'est sûr que je ne peux pas travailler dans la sphère séquentielle verbale avec cet enfant-là et être beaucoup dans les mots. Il faut que je trouve une façon différente. Donc, j'ai dû moi-même travailler différentes stratégies, plus de liens, plus de mots-clés, plus d'images pour aider l'enfant. Et finalement, j'aime mieux ça.
Donc, il faut se donner cette liberté aussi, ce droit d'essayer quelque chose d'autre que ce qu'on connaît déjà. Vous pourriez découvrir quelque chose d'intéressant. Fonction exécutive. Est-ce que je suis encore dans le temps, là? 10. C'est bon. Commencer un petit peu en retard, mais je vais essayer quand même de ne pas vous garder trop tard. Les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives sont reliées avec votre lobe frontal. Donc, fonctions exécutives donc, ont un rôle d'exécution. Les recherches en neuropsychologie attribuent aux lobes frontaux et préfrontaux un rôle exécutif. Donc, elles regroupent plusieurs habiletés nécessaires à l'exécution des tâches orientées vers un but. Elles sont mises à contribution lorsque la personne fait face à une situation nouvelle ou lorsqu'elle doit résoudre un problème pour atteindre un objectif qu'elle s'est fixé. Donc, à partir du moment où j'ai quelque chose à accomplir, le lobe frontal se met en marche. Pas juste le lobe frontal, là, beaucoup de choses, mais il y a ici, au niveau des fonctions exécutives, il y a quelque chose qui se passe. Par conséquent, elle facilite l'adaptation de la personne à des situations inconnues et problématiques. C'est grâce à mes fonctions exécutives, entre autres, que je peux planifier une situation, que je peux organiser quelque chose, que je peux me mettre dans l'action, que je peux m'activer. Donc, c'est ce qui nous distingue des autres espèces animales. Les fonctions exécutives, elles se développent à partir de la naissance jusqu'à à peu près 25 ans. Mais dans la planification, des fois, je me dis, c'est-tu 25 ans ou c'est plus que 25 ans? Il me semble que plus tard, ouais. Donc, si je dis ça aussi, c'est pour dire qu'on s'attend des fois chez les plus jeunes, qui ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, d'être planifiés, organisés, structurés, ils ont quand même juste 7, 8, 9 ans. Pour leur donner la chance, ça va se développer avec les années. À l'adolescence, en plus, il y a une restructuration des chemins synaptiques, ce qui fait que des fois, on ne reconnaît plus notre ado. Il a changé tout d'un coup du jour au lendemain. Ses comportements ont changé, il ne se souvient plus, parce que là, maintenant, il va à l'essentiel et ce qui est vraiment utile pour lui ou elle à ce moment-là. Donc, il y a des changements au niveau du lobe frontal qui se passent, qui sont normaux à l'adolescence. Donc, il faut être un peu plus patient, puis se dire que ça va passer et que ça va aller mieux. C'est un peu comme les routes du Québec, je trouve. Les fonctions exécutives, c'est toujours en reconstruction. Les troubles d'apprentissage seraient reliés avec le lobe frontal en partie. Donc, il y a des déficits qui ont été observés au niveau de la gestion de la mémoire de travail. Ça peut être un problème aussi d'immaturité au niveau de la gestion des habiletés exécutives. Ça peut aussi être au niveau développemental, quand on a un trouble frontal ou un trouble d'apprentissage. Donc, ça peut être développemental, ça peut être une immaturité neurologique, ça peut aussi être un dérèglement neurochimique. Donc, plusieurs choses qui peuvent causer les difficultés de troubles d'apprentissage. Donc, ce qui va faciliter l'apprenant, ce qui va aider l'apprenant, en fait, c'est son environnement humain, donc la façon dont on va intervenir avec les enfants, son environnement physique, donc quelles sont les conditions qu'on va fournir pour lui permettre de mieux apprendre, et la nutrition. L'alimentation, j'en parlerai pas dans le détail, mais a aussi un impact, l'alimentation, sur notre énergie, sur nos façons de fonctionner aussi. Donc, il y a aussi des études et des recherches qui commencent à sortir au niveau de la nutrition. Donc, si moi je l'ai mis là, c'est parce que moi, quand je rencontre un apprenant, je le regarde dans sa globalité, pas juste dans ses stratégies d'apprentissage, mais dans son environnement aussi. Donc, j'essaie d'intervenir sur différentes sphères pour que l'apprenant puisse s'épanouir.